Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Donc maintenant, j'attends toujours, et je me prépare à attendre encore. Voilà tout ce que je peux faire. Cette expression illustre l'impuissance et l'angoisse ressenties par les Européens qui vivent le Brexit au quotidien. Vous trouverez ce message, comme bien d'autres, dans ce livre, In Limbo, qui sera présenté aux médias demain. 3 Européens, dont notre compatriote Véronique Martin, ont réalisé ce nouveau recueil de témoignages qui marquera l'histoire. Il expliquera aux générations futures la détresse ressentie par les Européens du Royaume-Uni, consécutive à la décision de sortie de l'Union européenne, et toutes ses conséquences humaines négatives. Comme tous ces témoins, je vis au Royaume-Uni depuis 23 ans pour ma part. 4 ans et demi après le référendum décidant la sortie du Royaume-Uni de l'Union, nous ne savons toujours pas ce que Brexit va vraiment signifier pour nos vies. L'accord de retrait est supposé garantir les droits des Européens résidant au Royaume-Uni. Les Britanniques ont décidé d'accorder le settled status à tous les Européens installés au Royaume-Uni depuis plus de 5 ans. Pour ceux qui y sont installés depuis moins de 5 ans, il leur est accordé un pre-settled status. La crise liée aux conséquences de la pandémie du Covid a contraint de nombreux Européens à demander des aides sociales au Royaume-Uni. Ceux qui disposent du settled status peuvent y prétendre sans difficulté. Par contre, ceux qui n'ont que le pre-settled status sont soumis à un test de résidence habituel. Ce test conditionne l'accès aux services sociaux qui regroupent 6 allocations, parmi lesquelles allocation chômage, l'aide au logement, l'aide sociale, l'aide aux handicapés. Cette difficulté a été portée à mon attention par Nicolas Hatton, président de The 3 Million, association représentant les 3 millions d'Européens vivant au Royaume-Uni. Cette barrière réglementaire est incompatible avec l'accord de sortie car elle catégorise les Européens du Royaume-Uni légalement enregistrés en 2 groupes avec des droits distincts. J'ai soulevé ce point auprès de Michel Barnier lors de son audition devant notre commission Affaires étrangères le 25 juin 2020, ici au Sénat. Michel Barnier a rappelé que nous étions dans la période de transition avant la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il m'a indiqué que ces services étaient disposés à considérer toute mesure de discrimination et d'interpeller, le cas échéant, leurs homologues britanniques. Nous savons que les négociateurs s'occupent de la question et nous leur en sommes reconnaissants. Mais nous n'en savons pas plus. Tous les résidents européens du Royaume-Uni doivent conserver leurs droits. En instituant ces 2 catégories sur son sol, le règlement britannique ne respecte pas l'accord de divorce de l'an dernier, alors même que la phase de transition n'est pas arrivée à son terme. Êtes-vous conscient de cette situation ? Que pouvez-vous nous dire sur le sujet ? Qu'allez-vous faire face à cette situation lors du Conseil européen ? Avec l'ambassadrice d'Irlande, avec laquelle j'étais à l'instant, je lui confiais que les vols via Belfast étaient pleins. Pourquoi ? Parce que les voyageurs voulaient contourner la destination Dublin parce qu'ils savent qu'ils ont une quarantaine. Ça met en illustration le fait que la mise en œuvre de l'accord doit être rigoureuse. Le projet de Internal Market Bill du gouvernement britannique, ça a été évoqué, constitue une violation flagrante de l'accord de retrait et donc du droit international. Le 1er octobre, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure au Royaume-Uni pour manquement aux obligations qui lui incombent. Pouvez-vous nous dire où nous en sommes sur les suites de la mise en demeure ? Vous déclarez vouloir éviter un mauvais accord. Je pense que sur ce point, le Premier ministre britannique sera d'accord avec vous, mais que ce soit un bon accord, un mauvais accord ou pas d'accord du tout, compte tenu des 2 points précédents que j'ai développés, pouvez-vous nous garantir que nous serons en mesure de faire respecter ce qui a été acquis l'an dernier, en particulier pour les droits des Européens ? Je vous remercie. Bon. Merci. Sur les points que vous avez soulevés, M. Cadic, je serai rapide parce que ça mérite qu'on ait un échange précis, qu'on refasse un point sur où on en est de la séparation entre settled status et le pre-settled status, mais nous serons très vigilants sur les garanties des droits des citoyens qui ont été actés dans l'accord de retrait. Je connais la mobilisation des 3 millions, comme on dit au Royaume-Uni, ça ne sera pas un sujet du Conseil européen de demain, pour être tout à fait clair, puisqu'on m'a posé la question, mais de même que nous vérifions, j'ai dit à quel point nous réagissions avec fermeté rapide sur le respect de l'Internal Market Bill et donc de l'accord de retrait, nous le ferons aussi sur ce point, c'est très clair, et nos autorités consulaires et diplomatiques sont mobilisées à Londres pour ce faire. J'ai évoqué le délai sur la réponse à la mise en demeure en ce qui concerne l'Internal Market Bill, mais sur les droits des citoyens, j'allais dire c'est encore plus
important, puisque ça touche à la vie quotidienne de Français et de nombreux Européens. Donc, je vais vérifier précisément ce point sur les dernières actualités, si je puis dire, sur l'éventuelle discrimination qui est faite entre settle status et pré-settle status, qui ne devrait pas avoir lieu au terme de l'accord de retrait, parce que ceux qui étaient déjà là, dans des conditions identiques, doivent garder leurs droits. C'est l'équilibre que nous avons trouvé et que nous assurons aux citoyens britanniques, en ayant d'ailleurs ouvert cette semaine même la procédure qui leur permet d'avoir un titre de séjour permanent s'ils étaient déjà installés en France avant le Brexit. Donc je vérifierai que la réciprocité est assurée. Vous pouvez le relayer. Et à l'Assemblée nationale, j'ai échangé sur ce point avec Alexandre Leroy, qui est aussi très vigilant, légitimement, sur ces points.